Bonjour et bienvenue à tous, je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour ce nouveau cours. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Pour tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, bienvenue sur cette chaîne qui est entièrement dédiée à la formation gratuite, à l'information, au partage du savoir en tout genre. Bien évidemment, ici, je développe quand même toutes les fonctionnalités biologiques et biochimiques du corps humain en priorité. Mais tout sujet est bon à prendre et bon à développer. Alors aujourd'hui, nous allons venir développer les connaissances sur le diabète. J'ai précédemment posté une formation entièrement gratuite et totale ici sur cette chaîne qui concerne toutes les fonctionnalités biologiques et biochimiques de la digestion du corps humain évidemment. Et donc il y a des petits cours bonus concernant le foie et le pancréas. Et ici, j'avais donc promis un fameux cours sur le diabète. Et c'est donc aujourd'hui que ce cours arrive, enfin. Donc, concernant le diabète, nous sommes tous au courant qu'il y a principalement deux types. Diabète de type 1, diabète de type 2. À l'heure actuelle, nous en avons plus que deux. Nous en avons 5 types. C'est-à-dire que dans le diabète de type 2, il y a 4 sous-types de diabète, si je peux dire ça comme ça. Donc ici dans ce cours, nous allons développer en grande partie le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Et je vais venir expliquer ensuite quels sont ces fameux sous-genres, sous-types de diabète qui ont des conséquences différentes sur l'organisme et qui sont également dus à des choses, des facteurs différents que je vais évoquer ici. Alors, dans ce cours, pour commencer, quels sont donc ces fameux diabètes de type 1, diabète de type 2? Alors, le diabète de type 1, c'est celui que l'on appelle le diabète sucré. Donc, c'est un diabète où en fait, il y a une absence de production d'insuline, c'est-à-dire que le pancréas ne parvient pas à produire l'insuline. Dans le cours sur le pancréas, j'ai expliqué quelles sont les cellules, et les fameuses cellules bêta des îlots de Langerhans. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à aller vous référer au cours bonus sur le pancréas qui explique tout. Donc ces fameuses cellules bêta des îlots de Langerhans ne produisent pas d'insuline. Plusieurs raisons, notamment génétiques à cela. Donc ce diabète, il est détecté généralement très tôt. Ça arrive dans certains cas que ça ne soit pas le cas, mais en général, c'est un diabète qui est juvénile. On le détecte dès l'enfance. Et donc, c'est une maladie dégénérative qui est auto-immune. Donc, c'est-à-dire que notre corps va venir produire des anticorps contre ces fameuses cellules bêta des îlots de Langerhans, ce qui fait que ces cellules sont détruites, d'où l'impossibilité de produire cette fameuse insuline. C'est un diabète qui est irréversible et qui nécessite forcément une complémentation avec de l'insuline, c'est par voie injectable. Voilà, donc le diabète sucré est donc celui de type 1 et qui est donc absence de production d'insuline. Le diabète de type 2, lui, c'est différent. C'est-à-dire que le corps produit l'insuline, les cellules bêta produisent l'insuline, mais en fait, l'organisme, toutes les autres cellules de l'organisme n'arrivent pas à utiliser l'insuline correctement. Et donc, c'est très différent. Donc, forcément, le traitement va devoir être adapté aussi. Ce fameux diabète de type 2, c'est celui que l'on appelle le diabète gras. Donc voilà, le diabète dit sucré, maladie auto-immune avec défaillance donc du pancréas par ces fameuses cellules bêta que les anticorps viennent attaquer. Les anticorps, le système immunitaire croit que ces cellules ne font pas partie du soi et viennent donc les détruire. Alors les causes sont souvent mal identifiées, mais ce qui est sûr, c'est que c'est indépendant du mode de vie du patient. C'est-à-dire que dans le diabète de type 1, il n'y a pas, ça dépend vraiment en rien de l'alimentation ou de l'hygiène de vie du patient. C'est vraiment le corps. Là, c'est le système immunitaire
qui est défaillant, qui comprend mal et qui donc vient attaquer ces fameuses cellules. Donc sa déclaration, comme je vous ai expliqué, c'est dès le plus jeune âge. C'est très brutal en général, hein. Donc le traitement par insuline est absolument nécessaire. Alors de prime abord, ce qui a pu être observé, c'est souvent donc les enfants subissent un amaigrissement. Donc les parents voient que l'enfant mange bien, mais pourtant il maigrit, donc ils ne comprennent pas forcément. Souvent l'état de fatigue, une pâleur vient continuer l'inquiétude des parents. Et dans beaucoup de cas, les parents amènent les enfants en pensant, et même souvent les médecins au début, dans le tout premier abord, pensent que c'est une grippe. Ça ressemble souvent à une grippe au début. Bon, ça ne veut pas dire que tous les symptômes de la grippe, hein, il ne faut pas après aller dans l'excès non plus. Mais souvent, les premiers symptômes de ce fameux diabète ressemblent à ceux d'une grippe. Et finalement, on voit que ça continue. Et alors là, on réalise les tests un peu plus approfondis, hein, qui font qu'on se rend compte que c'est un diabète. Les signes aussi qui peuvent alerter sur le diabète sont les fréquentes envies d'uriner. Les enfants se réveillent la nuit, ont envie d'aller faire pipi, souvent toutes les nuits. Et ça, c'est un signe, hein, qui vient donc expliquer ce fameux diabète, enfin qui vient consolider le diagnostic. Bien évidemment, il faut des tests sanguins, il faut approfondir tout cela. Alors, c'est un diabète donc que l'on appelle insulinodépendant, car on a absolument besoin de cet apport extérieur de l'insuline. Donc souvent, chez les enfants obèses qui subissent un diabète, on pose souvent un diagnostic un petit peu rapide de diabète de type 2. On dit que c'est l'alimentation, l'hygiène de vie, etc. C'est le fait d'avoir pris du poids. Et pourtant, il y a beaucoup d'enfants obèses qui subissent eux aussi un diabète de type 1 qui est indépendant de ce mode de vie qu'ils ont adopté. Et l'obésité, parfois, ne dépend pas de l'hygiène de vie, hein. Il y a plein de cas différents. Mais donc, du coup, le diabète insulinodépendant est absolument à soigner avec un traitement adapté par un médecin et souvent même une visite à l'hôpital, malheureusement, hein, par une équipe médicale, souvent. Et, donc, l'alimentation ne suffit pas du tout pour ce diabète. À l'inverse du diabète gras, qui lui, c'est quand même 90% des diabètes. Donc, il y a quand même, sur 100% des diabètes, il n'y a que 10% qui ne peuvent pas être améliorés ou évités par l'alimentation ou l'hygiène de vie. Ça fait quand même beaucoup, 90%, hein. Donc, ils sont causés par la diminution de la sensibilité à l'insuline dans ce fameux diabète gras de type 2, où là, c'est plutôt un dysfonctionnement des cellules bêta. Elles sont là, elles fonctionnent, mais pas correctement. Donc souvent, c'est chez l'adulte après 40 ans que nous pouvons observer l'apparition de ce fameux diabète. Il y a évidemment une composante génétique, hein. Il y a quand même une forte composante génétique dans le développement de ce diabète. Mais c'est quand même essentiellement dû à une hygiène alimentaire et le mode de vie. Et évidemment, c'est depuis l'enfance que tout cela est conditionné. D'ailleurs, ceci s'appelle l'épigénétique. C'est une science particulière, on pourrait appeler ça une nouvelle science, qui fera l'objet d'un cours dédié à ça, pour vraiment vous expliquer comment on peut jouer des conditionnements, de tous ces fameux conditionnements justement, au niveau de la génétique et du mode de vie. Donc c'est l'épigénétique qui fera l'objet d'un prochain cours pendant le mois d'avril. Donc pour en revenir à ce fameux diabète donc, de type 2, ce fameux diabète gras qui peut être évité selon l'hygiène de vie et l'hygiène alimentaire, donc par phénomène épigénétique, donc qui détermine l'activation ou l'inactivation de certains gènes. Alors l'obésité, l'alimentation trop grasse, trop sucrée sont évidemment des facteurs à risque. Alors la raison génétique, c'est souvent la prise de poids
qui est difficile. Le corps a également des difficultés à supporter une alimentation abondante. Et donc, de fait, certains gènes viennent ici se réveiller et, engendrer des dysfonctionnements au niveau des productions des différentes sécrétions par les cellules du pancréas, entre autres. Alors, il y a également des cas de diabète de type 1 qui sont déterminés plus tard. Alors, quels sont les signes évocateurs qui peuvent nous permettre de différencier un diabète de type 1 et un diabète de type 2? Bon, il y a l'âge, hein, le diabète de type 2 se déclare vraiment très rarement avant l'âge de 8 ans. Et il y a surtout les marqueurs, donc ces fameux marqueurs d'auto-immunité, donc les anticorps, hein, qui peuvent être recherchés dans le sang et que l'on retrouve donc dans le diabète de type 1. Et pour les rares cas où les adultes viennent présenter des signes de diabète, où on pense forcément à un diabète de type 2, c'est ça qui va faire la différence, hein, ce fameux marqueur d'anticorps présent dans le sang. Donc, pour en venir à ces fameux sous-types de diabète, il y a donc 5 sous-types de diabète différents. Alors, le diabète de type 1 qui est lent, on appelle ce diabète LADA, L-A-D-A. Donc, c'est ce fameux diabète auto-immun il est sévère. Hein. Donc, dans les sous-types, on l'appelle SAID. Diabète auto-immun qui vient donc littéralement détruire les cellules du pancréas par rapport à ces anticorps. Donc, problème immunitaire hein, ici. Et la présence d'anticorps anti-GAD sont recherchés et c'est ceux-là qui viennent détruire ces fameuses cellules. Ça inhibe totalement la sécrétion de l'insuline. L'ajustement de la glycémie, il est difficile dans ces cas-là. Il faut, entre guillemets, c'est un petit peu mal dit, mais beaucoup d'expérience, de taux différents d'insuline, de taux différents de glucides dans l'alimentation pour voir comment dans le sang la glycémie monte, descend, réagit. Et c'est très difficile de venir trouver un juste équilibre ici dans ce type de diabète. Très très sévère, je le rappelle. Hein. Alors, les autres diabètes qu'on pourrait déterminer comme des types à part entière finalement, parce que même vraiment c'est des facteurs différents qui viennent entrer en jeu ici. Pour 15% de ces diabètes, donc de type 2, précisément liés au déficit en insuline, qu'on appelle SIDD. Donc, il y a 15% des diabètes qui sont SIDD. Donc, ici, il n'y a pas d'anticorps. Mais la production d'insuline par les cellules bêta est extrêmement faible. Donc, ce n'est pas un dysfonctionnement. Là, elle fonctionne correctement, mais très doucement. Et du coup, elles n'ont pas la rapidité nécessaire pour venir amener suffisamment d'insuline dans le sang lors de la digestion. Et de fait, la glycémie vient monter en flèche dans le sang et n'a pas suffisamment d'insuline pour permettre une régulation convenable de la glycémie qui doit être en moyenne autour de 0,8 g par litre. Hein. Il y a des cas de diabète, tout ça, où on peut tomber, par exemple, très très faible, en dessous de 0,4. Et encore plus, j'ai même pu voir des cas où il y avait des gens qui étaient montés à plus de 4 grammes par litre dans le sang, à la limite du coma diabétique. Hein. C'est vraiment extrêmement... Les symptômes sont très lourds et ça nécessite une hospitalisation qui peut aller jusqu'à 15 jours quand même. Hein. Donc, c'est pas rien. Dans ce fameux diabète SIDD, donc, il n'y a pas d'anticorps GAD. Et par contre, on a une molécule qui s'appelle la HbA1c qui est hyper élevée. Et c'est grâce à ça qu'on détermine ce type-là, SIDD. Donc, le risque maximal lors de ce diabète-là, c'est un risque de rétinopathie. Donc, ce diabète-là vient affecter le nerf optique, la rétine en fait. Et c'est ce diabète-là qui vient
abîmer le bon fonctionnement de la rétine oculaire. Pour 18%, donc il y a un déficit qui est lié à une insulinorésistance. Alors là, c'est un cas particulier, c'est-à-dire que le corps, avec les cellules bêta, vient produire l'insuline, mais d'autres cellules font que on est résistant à l'insuline. Un petit peu comme les bactéries qui deviennent résistantes aux antibiotiques. Là, certaines cellules qui viennent devenir résistantes à cette insuline et qui donc ne lui permettent pas son action. Donc c'est très particulier hein, ce cas-là. C'est un diabète très, très, très sévère. Hein, donc souvent c'est une apparition tardive, mais qui vient quand même avoir des affections très sévères. L'obésité est aussi un risque, un facteur, on va dire, plutôt un facteur. Hein. Et l'alimentation hyper sucrée est un facteur hyper important également. Les sodas sont souvent un risque élevé dans ce diabète-là. C'est les sodas, quelqu'un qui boit des sodas toute une vie et qui vient activer les gènes qui peuvent provoquer ce fameux diabète insulino-résistant. Donc celui-là, il s'appelle SIRD et il représente 18% des diabètes quand même. Donc ici, c'est la présence de glucose dans le sang qui vient donc affecter donc, tout le système de digestion puis de transport dans le sang. Alors il faut savoir que la présence trop élevée de glucose dans le sang rend le sang vraiment épais. C'est vraiment une molécule lourde, le glucose. Donc ici, étant donné qu'il n'y a pas suffisamment d'insuline pour permettre au glucose de sortir des vaisseaux sanguins, l'insuline, en fait, elle vient activer un récepteur qui attrape le glucose et le fait passer dans les muscles. Voilà. Et ici, comme il n'y a pas suffisamment d'insuline, le glucose ne passe pas par ces fameux récepteurs et continue de circuler dans le sang, ce qui rend le sang épais et parfois même acide un petit peu. Et alors, risque inflammatoire partout, évidemment. Et ici, c'est les reins qui vont être affectés. Souvent, c'est des néphropathies qui viennent être engendrées ici. Parce qu'en fait, les reins veulent filtrer tout ce glucose. Et le glucose qui est hyper acide et hyper difficile à éliminer, surtout si l'alimentation continue d'en amener, hein, forcément. Donc du coup, ici, c'est les reins qui viennent subir ce diabète-là. Donc, vous voyez, selon les diabètes, les fonctionnalités des diabètes, selon les facteurs qui viennent ici agir, on n'a pas du tout les mêmes risques derrière par rapport aux différences des organes qui viennent être affectés. Pour le 4e diabète, il est un petit peu plus bénin. Si on peut dire, ça reste quand même du diabète, hein, évidemment. C'est pas... Il est associé à l'obésité. On l'appelle le MOD, MOD. Et représente 22% de tous les diabètes. Et ici, c'est vraiment il est en apparition précoce. Ce diabète-là, on le détecte quand même de façon précoce. Et celui-ci, c'est un diabète de type 2. Hein. Il y en a qu'un qui est de type 1, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et il est facilement régulable. Voilà. Beaucoup par l'alimentation. Et il y a beaucoup de cas, d'ailleurs, où ce diabète, avec une bonne adaptation d'hygiène de vie, finit même par disparaître. Voilà. Et le 5e et dernier cas de diabète, qui représente 39% des diabètes généraux, entre guillemets, c'est donc le MARD, M-A-R-D. Alors celui-ci, c'est on va dire, le diabète de la personne âgée. Il est vraiment lié au vieillissement, hein, donc c'est une apparition très tardive. On arrive facilement à contrôler la glycémie de celui-ci. C'est vraiment les cellules qui sont âgées et qui donc fonctionnent
plus lentement, plus difficilement et qui viennent produire moins d'insuline et la sécréter plus lentement parce que le système est ralenti, tout simplement. Donc c'est un diabète qu'on traite très facilement. Pour lequel on arrive à adapter une stabilité de la glycémie facilement. C'est ça qui est le plus juste à dire. Alors, il y a quand même d'autres formes de diabète un petit peu plus exceptionnelles, comme par exemple ce fameux diabète gestationnel que certaines ont peut-être subi pendant leur grossesse. Alors, c'est une hyperglycémie qui peut être mesurée pour la première fois au cours d'une grossesse. Ça peut tout de même signaler un diabète de type 1 ou un diabète de type 2 qui vient d'apparaître. Donc, c'est la grossesse qui finalement est responsable de l'apparition des symptômes de ce diabète. Voilà. Donc, quand on est enceinte, on a tout de même deux corps à gérer et a parfois des difficultés à venir stabiliser tout ça. Et l'alimentation peut très facilement venir stabiliser tous ces symptômes de diabète gestationnel. Il y a quand même d'autres formes encore de diabète. Je pense que des nouvelles études vont bientôt nous amener des nouvelles informations. Il se peut que d'ici 6 mois ou un an, je refasse un cours avec peut-être 10 diabètes différents parce qu'il y a énormément de petites nuances qui sont étudiées à l'heure actuelle. Alors, il y a des défauts génétiques de toutes ces fonctionnalités des cellules bêta, mais il y en a des différents qui ne sont pas encore vraiment connus, qui sont mal connus. Il y a des défauts de sécrétion d'insuline. Donc, voilà, il y en a plusieurs différents. Il y a les maladies du pancréas, il y a les maladies endocriniennes qui peuvent également venir provoquer des diabètes. Ou encore certaines prises médicamenteuses. Ça, on le sait. Certaines expositions à des produits chimiques dans certains corps de métier, malheureusement, ça se retrouve parfois. Donc voilà, il y a déjà quand même pas mal d'informations à retenir ici. Donc ces fameux 5 types de diabète différents qui viennent agir sur des zones différentes du corps et donc qui sont toutes absolument à prendre en charge, quel que soit le type, parce que même un diabète bénin qui n'est pas soigné, pris à temps, pris en charge correctement, peut avoir des conséquences très très graves, parce que voilà, le coma diabétique peut entraîner la mort. Donc c'est quand même absolument nécessaire, c'est une urgence, donc il ne faut pas hésiter en cas de suspicion de diabète à consulter le médecin et voir à aller aux urgences directement. J'espère que ce cours vous a été utile. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Je pense que je vais vous faire ce fameux cours sur l'épigénétique en premier pour le mois d'avril, car nous allons aborder ce sujet de plus en plus. Tous les organes de notre corps subissent les phénomènes de l'épigénétique, donc je vais venir développer ici une présentation un peu plus complète de cette nouvelle science qui est révolutionnaire. Je vous en dis plus la semaine prochaine, si ça vous intéresse d'en savoir plus. Et si ce cours vous a intéressé, je vous invite à liker et à vous abonner. Éventuellement à commenter si vous voulez des infos différentes, si vous voulez aborder un sujet. Moi, je suis ouverte à tous les sujets d'apprentissage. Et ici, c'est dédié vraiment au partage de l'apprentissage, des informations, des questionnements. Et pourquoi pas même ouvert au débat. Donc, c'est avec grand plaisir que je reçois vos demandes, vos idées et tout ce qui s'ensuit. Bonne semaine et à la semaine prochaine.